Bonsoir tout le monde. Génération X, Y, Z. On n'a pas trop d'alpha encore. C'est pas 4 ans, ça fait un peu juste. Alors, eh bien, on est bien dans la génération Z parce que vous avez commencé par le dessert. Donc là, on va avoir... Là, ça va être... Alors, on a l'habitude, parce qu'avec Olivier, on a fait beaucoup de conférences ensemble, mais on a toujours fait comme ça. Toujours commencé, donc j'ai la lourde tâche après de continuer une fois qu'il vous en a mis plein les yeux et plein les oreilles. Mais bon, ça se passe. On est toujours arrivé. Alors, on m'a demandé, moi, de parler aussi d'éthique et management, et vous allez voir que c'est un peu... Alors, sans qu'on se soit copié, mais bon, comme on a beaucoup travaillé ensemble, il y a que vous retrouverez des points communs. Et donc, on va retrouver un petit peu des mêmes choses, mais justement, penser un petit peu différemment. Et donc, moi, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière ce terme d'éthique et de management, et puis de manager éthique. Puisque vous allez voir, si vous ne le savez pas, eh bien, ça existe maintenant, le manager éthique. Donc, voilà, alors l'éthique, bon, ici, le 90%, vous savez ce que c'est. C'est notre conscience morale. On fait bien la différence avec la morale et puis avec la déontologie. Et donc, cette éthique telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, j'ai fait un petit peu d'historique. Vous voyez que fin 19e, déjà, on parle d'éthique de responsabilité. C'est quand même pas tout neuf par rapport à l'éthique de conviction. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une éthique et de mesurer un petit peu les conséquences de notre éthique. Pas simplement avoir une position un petit peu moraliste. Et puis, vous voyez, au 20e, avec Hans Jonas, on va devoir être responsable et on parle déjà des générations futures. Donc là aussi, c'est pas nouveau. J'aimais bien aussi parler de Michel Foucault, qui est si important pour nous tous, et qui est vraiment qui a aussi posé des pierres très importantes dans le domaine de la santé. Et puis vous voyez que dans les années 70, on arrive à la bioéthique et avec les lois bioéthiques que l'on connaît bien maintenant. Et j'étais aussi intéressé de voir que en fait, les 4 grands principes sur lesquels on travaille aujourd'hui, et vous travaillez, donc datent de ces années-là aussi, 70-80. Vous voyez, c'est la 5e référence. On est, 94 quand même. La bienfaisance, on en reparlera. La non-malfaisance, le respect de l'autonomie et la justice. Donc voilà un petit peu, si on revoit rapidement l'éthique, le management. Alors là aussi, je ne suis pas un manager, donc je ne vais pas rester très longtemps, mais voilà, cette diapositive que manager m'a prêtée. Le manager, c'est un peu, il doit tout faire. Alors en plus, à l'hôpital, excuse-moi Olivier, mais le chef de service, il n'a jamais été formé au management. Bon, c'est comme l'enseignant à l'université, il n'a jamais été formé à la pédagogie. Mais bon, voilà, ça c'est notre système, il faut qu'on se débrouille. Et donc le manager, eh bien, il doit tout faire. Il doit anticiper, il doit décider, organiser, animer, performer, piloter, résoudre, communiquer. Voilà, donc en effet, il a intérêt de bien comprendre ses collaborateurs, comme disent les managers. Et justement, alors, on s'était intéressé, je me suis intéressé, alors malheureusement le temps passe vite, vous voyez. On a commencé, j'ai coécrit ce premier livre en toute modestie. C'était le premier livre quand même sur la génération Y. Et c'était un manager qui était venu me voir et qui commençait à se poser des questions, comment manager la génération Y. Et à l'époque, je lui ai dit, bah oui, nous aussi, on voit bien qu'il se passe des trucs, là, on ne communique pas de la même façon. Et donc, on avait abordé cette question, et je vous le conseille pas spécialement, parce que c'est vraiment un livre de management. Donc, c'est un petit peu, enfin, à moins que vous vouliez faire du management. Mais maintenant, ça remonte quand même à 2011. Donc, voilà, les choses changent.
Alors quand je discute avec les managers, bien, les managers, ils ont voilà, ils ont deux grands outils. C'est de mesurer les compétences. Donc les compétences, ça regroupe les connaissances, le savoir-faire, l'expérience, etc. Et puis l'autre notion qui est beaucoup plus complexe encore à mesurer, c'est la motivation. Et derrière motivation, c'est des termes qui sont complexes au niveau cognitif. S'il y a de l'intérêt, il y a de l'enthousiasme, il y a de la confiance en soi. Et tout ça va nous mener à de l'engagement ou pas d'engagement. Et ça, c'est le gros problème qu'ont les managers. Pardon. Ça, c'est le gros problème qu'ont les managers, c'est d'arriver, là, mes collègues de managers, enfin, qui sont coachs, me disaient, il y a à peu près, dans les entreprises, 6% des collaborateurs qui sont engagés, qui répondent qu'ils sont engagés. Donc, ils ont un vrai problème avec l'engagement. Et ça, c'est un vrai problème aussi de nos nouvelles générations, comme tu nous l'as dit. Alors, on peut regarder, alors vous voyez, les compétences, eh bien, c'est assez simple parce qu'en général, elles montent au cours de la vie, hein, alors que la motivation et puis l'engagement, eh bien, lui, peut baisser. Et puis, comme tu nous l'as dit, Olivier, avec le nombre de burn-out qui augmente, eh bien, on voit bien que voilà, la motivation peut en souffrir. Et on voit bien aussi que l'engagement dans la société, je parle de société industrielle, hein, va varier avec les générations et au cours de notre vie, puisque maintenant aussi nos compétences et notre savoir-faire va varier énormément et on s'adapte bien plus aujourd'hui. Les nouvelles générations doivent s'adapter, contrairement aux boomers et aux X. Alors vous reconnaissez cette diapositive, vous voyez. Alors tu as rappelé voilà, que la nouvelle génération, la 2020, c'est l'alpha. Je ne sais pas pourquoi, j'avais entendu diamant quelque part, j'aimais bien. Mais je crois que c'est toi qui as raison, comme toujours. Et donc, voilà, on va passer dans l'alpha. Et l'alpha, c'est la réalisation, c'est se réaliser. Hein. Donc, tu l'as dit, nos jeunes, maintenant, il faut qu'ils fassent une césure. Donc, au bout de 2 ans, ils sont fatigués. Donc, on va prendre 1 an, ça ira mieux. Après, je ferai peut-être 6 mois. On repartira. Il faut que je fasse mon voyage autour du monde. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faut qu'il y ait du sens. Alors ça, on ne peut pas le reprocher quand même. Il faut qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Hein. Donc ça, c'est essentiel. Et ça, je dirais que ce n'est pas nouveau, mais pour eux, très tôt, ils en sont conscients. Et il faut qu'il y ait du sens. Et puis, on va le voir aussi, il y a le mot intégration. Donc ça, on le voit bien aujourd'hui. On le voit bien, tu as parlé des Jeux Olympiques. Avec les Jeux Olympiques, les Paralympiques, hein, qui fait que voilà, nous manque notre pilier essentiel ce soir. L'intégration, c'est le mot-clé des générations actuelles. Alors, si on revient un petit peu en arrière, vous voyez qu'on suit, sans le savoir, on suit un peu le même schéma avec Olivier, mais je vous rappelle donc qu'au moment des X, eh bien, on travaillait sur le modèle de la pyramide de Maslow, avec les 5 besoins. Je vous rappelle que les 5 besoins, eh bien, les premiers besoins, c'est en tant qu'humain, on a des besoins, et donc les premiers besoins, c'est la survie. Ça, c'est toujours très important, et c'est toujours vrai, parce que je vous parlerai un peu plus du cerveau sur la fin de ma présentation. Notre cerveau est toujours codé comme il y a quelques millions d'années. Hein, c'est toujours inscrit dans notre cerveau, même si on a rajouté des couches et même si on a fait grossir notre préfrontal par rapport à nos ancêtres primates. Mais on est toujours contraint par notre survie et nos besoins physiologiques, donc nourriture, boisson, faim et sexe. Voilà, ça c'est nos 3, vous en êtes tous conscients, donc ne l'oublions pas. Après, il faut notre sécurité. Là aussi, on a beaucoup avancé. Notre société a beaucoup progressé sur la sécurité, à la fois physique et affective. Enfin, on pourrait se poser des questions parce qu'on est quand même dans des moments assez troublés et où le nombre de guerres est quand même important sur la planète. L'appartenance, amitié, amour, famille,
Donc voilà, donc au niveau des X, on était là, et puis avec les Y, eh bien, on commençait à passer, les X un petit peu quand même, à l'estime de soi, la confiance, le respect, c'est-à-dire l'épanouissement. Et le sommet de la pyramide de Maslow, eh bien, c'est la réalisation de soi. Et là, on va voir que on est, voilà, avec le management éthique d'aujourd'hui, on est, voilà, on est sur ce point 5, mais on va le dépasser. Alors justement, après nos X et nos Y, et puis maintenant nos Z, donc les milléniums, eh bien, qu'est-ce qui a changé? Voilà, je vais vous le redire un petit peu autrement. L'environnement, donc Olivier nous l'a déjà dit, bon, principalement les Z, c'est la connexion, c'est l'Internet, le virtuel, donc on devient multitâche, donc même des boomers, comme dit Olivier, il aime bien s'appeler boomer, moi je m'appelle X quand même si on n'a que quelques mois de différence. Donc on est multitâche, on est obligé d'être multitâche, nous on a dû s'adapter. Donc tout est plus rapide, donc on est plus superficiel, d'accord, moins de temps d'aller en profondeur, plus de liens, mais avec des liens un petit peu plus faibles. Donc on est beaucoup plus mobile, donc effectivement plus incertain. Et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que notre génération Z et nos grands-enfants, eh bien, bon, tout va bien, tout a l'air, voilà, on rigole, on a des nouveaux codes, on se parle bien et tout. En gros, tout va bien, la planète brûle, mais c'est sympa. Et le gros problème quand même aussi de cette génération, de notre génération, c'est l'individualisation. Donc même si on fait beaucoup de réseaux, même si on parle à beaucoup de gens, on est quand même dans l'individualisation. Et ça nous pose quand même des gros problèmes. Un autre point sur lequel je veux insister aussi, la mutation technologique, donc Internet pour l'appeler simplement, nous a fait passer donc dans une société de communication. Et moi je pense que les jeunes générations sont vraiment dans la communication, il n'y a pas que, il y a un monsieur là tout en haut de la France qui est très dans la communication, et pas dans la transmission. Et ça c'est quand même grave, ça il faut faire attention. Parce que là on reste dans un lien superficiel, on communique, mais on peut communiquer tout et parfois n'importe quoi. Donc cet environnement se complexifie, il faut s'y adapter. Et justement, le management éthique, le récent, eh bien, il va essayer de trouver une place à l'humain pour justement corriger ces nombreuses mutations et puis pour remettre de l'humain et se devenir plus humaniste. Alors, oula, là il y a eu bon, ben c'est pas grave. Ça, s'il y avait une jolie flèche de management, l'évolution des différents types de management qui ont évolué exactement comme avec les générations. Et aujourd'hui, donc, on était dans les années des générations X, on était sur du management de projet, vous vous souvenez, c'était bien, voilà, c'était à la mode. Ben ça a évolué et maintenant on est dans le management carrément personnalisé. On va descendre à la personnalité du collaborateur. Donc l'individualisation progressant, il faut prendre en compte les besoins de chaque collaborateur dans sa personnalité. Et ça, je le pense vraiment, il faut aller chercher la personnalité et je vous en parlerai un petit peu après. Les nouvelles technologies nous apportent aussi des nouvelles façons de travailler. Donc le changement de l'organisation, très clairement, bon, avec la Covid, on a augmenté notre temps de télétravail, mais avec l'intelligence artificielle aussi, aujourd'hui elle est partout, on ne le sent pas trop, mais demain on va le sentir un petit peu plus. Et donc les contributions aux enjeux sociaux et environnementaux. Alors on y arrive, voilà le management éthique. Donc le management éthique, vous voyez, par rapport au modèle de Maslow, à la pyramide de Maslow, eh bien on a rajouté 2 besoins, on a 7 besoins. Donc on retrouve la santé, on retrouve la sécurité, on retrouve le respect qu'on avait tout à l'heure, respect des êtres humains, de la planète, l'équilibre, le bien-être, surtout l'inclusion, qui est pour moi le point le plus important, l'inclusion de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, l'accès à la connaissance essentiel, donc ça nous paraissait aussi un peu évident pour les X et Y, mais ce n'est pas si évident que ça.
on a quand même un taux d'illettrisme qui est toujours important. Et puis, comme on l'a dit, bon, c'est la réalisation, se réaliser. Alors, je vous les ai remis ici, c'est 7 besoins universels, mais je passe rapidement. La santé, la vitalité, accès à une eau et une alimentation saine. Aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe quand même sur la planète. Notre eau, elle est bonne à mettre à la poubelle. Je suis désolé d'annoncer les mauvaises nouvelles. Mais même les eaux que vous achetez en bouteille, vous savez qu'elles sont toutes polluées et pleines de nanoparticules. D'accord. Donc, on cherche le bon. On veut respecter et on doit respecter tout être humain, tout animal vivant, la planète. Donc, on veut respecter la vie et nous avec cette vie. Donc, on cherche le bien. Et puis, l'inclusion, qui est vraiment, je pense, le point nouveau. Et on veut changer les raisonnements pour des causes et des effets véritables. On cherche le vrai. Et ça, je pense que la nouvelle génération est vraiment dans ces codes-là. Alors pourquoi est-il essentiel d'avoir aujourd'hui donc un leader éthique? Pour plusieurs raisons sur le plan collectif et sur le plan personnel. Sur le plan collectif, le leader, le manager doit influencer ses collaborateurs en présentant un modèle de conduite du bien commun. D'accord ? Alors ce que je vous dis là, ça paraît un peu évident, mais encore faut-il l'appliquer et pouvoir l'appliquer. Créer une culture organisationnelle, ça on le voit quand même, ça a pas mal changé ces dernières années, favorisant la coopération, la motivation, la créativité, et renforcer la réputation et la légitimité de son organisation. Il faut aussi pour l'entreprise, il faut renforcer son image et puis sa réputation. Sur le plan personnel, eh bien, augmenter la crédibilité et la réputation du leader, donc en s'opposant à des pratiques contraires à l'éthique, comme le mensonge, la manipulation, la corruption ou l'abus de pouvoir. Être en accord avec lui-même, ça c'est très important. Les jeunes générations demandent des collaborateurs et des managers qui soient vraiment exemplaires. Et puis développer des relations de qualité avec ses collaborateurs basées sur la confiance, le respect et la loyauté. Voilà un petit peu les différents éléments. Je vais repasser. Alors là, je redétaillais un petit peu les éléments principaux. Mais je vais passer rapidement et vous parler un petit peu du cerveau qui est ma passion et ma spécialité, et des neurosciences. Vous savez tous ce que c'est que les neurosciences, c'est tout ce qui se passe autour du cerveau, toutes les recherches qui sont faites en sciences cognitives, en psychologie, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que notre cerveau, c'est quand même la plus belle machine qui existe au monde, au monde au sens large, dans l'univers. C'est plus complexe que toutes nos planètes, c'est 100 milliards de neurones, 86 exactement, avec 10 000 synapses. Et donc là, nous tous, on a à peu près 1 million de milliards de connexions à la seconde. Donc ça fait quand même du travail. Vous n'avez pas l'air comme ça, vous êtes tranquille, mais ça boue là-dedans. Et donc, on commence à savoir beaucoup plus de choses. Alors, Olivier nous en a un petit peu parlé. Je vous rassure, je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais je vais vous parler d'un système dont a parlé Olivier dans sa vidéo, le système de récompense. Système de récompense, c'est un des systèmes de notre cerveau qui est le plus important. Et il faut absolument en être conscient. Système de récompense, c'est un système qui est basé, Olivier nous en a parlé, qui est basé sur les neurotransmetteurs. La dopamine, on parle souvent de la dopamine, mais pas que. Il y a les 2 autres neurotransmetteurs qui sont les copains de la dopamine. Je vais vous en parler. Et ce réseau, il part des structures les plus anciennes de notre cerveau, l'amygdale, qui se trouve juste à côté des hippocampes, qui sont dans les lobes temporaux. L'amygdale, elle gère nos émotions. Vous savez que l'amygdale, elle est grosse comme ça. C'est une petite noisette et elle fait tout. Tout notre comportement est géré par cette petite noisette. Mais cette petite noisette, elle a des informations depuis des millions d'années. Donc elle a été quand même bien éduquée.
Et donc, et elle gère en particulier la peur. Et donc, notre système de récompense, il va être constitué d'un équilibre entre la souffrance et le plaisir, entre la peur et la récompense. Et donc, vous avez l'amygdale qui va plutôt gérer la peur. Donc, chaque fois qu'on va être agressé, qu'on va avoir peur, elle va envoyer des signaux. Et puis, on a, c'est quand même, il est parfaitement bien fait, ce cerveau. Hein. Ici, on a le noyau accumbens qui, lui, est le noyau du plaisir. Et donc, lui, il va s'exciter à chaque fois qu'on aura des bonnes nouvelles. Donc, quand vous allez recevoir des likes, alors ça va exciter l'amygdale, le noyau accumbens. Et puis, si vous manquez un petit peu de likes ou de j'aime, on dit des j'aime, eh bien, l'amygdale va dire « Oula, ça ne va plus là, il faut faire quelque chose ». Donc ça, c'est la peur de ne plus avoir de j'aime. Donc, vite, il faut envoyer quelque chose sur le réseau parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Donc, notre système est soumis constamment à notre environnement, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec la boisson, que ce soit avec le jeu, que ce soit avec l'amour. Voilà notre système de récompense qui constamment nous contrôle. Et donc, eh bien, pour être un petit peu heureux, il faut arriver à l'équilibrer entre plaisir et souffrance et arriver à exprimer son désir. Et ici, je pense au désir de Spinoza, bien sûr. Alors, tout ça, c'est géré par un autre neurotransmetteur, donc on envoie des signaux dans notre cerveau, qui va les envoyer au cortex préfrontal, en particulier à l'orbital ici, et puis au cortex singulaire antérieur qui est juste là. Donc pensez à votre cortex singulaire antérieur qui constamment vous dit « Oulala, est-ce que je vais faire ça? C'est bien, oui c'est pas bien ». Et c'est là qu'on va faire c'est là qu'on va essayer de bien se comporter et entre autres de faire l'éthique. Alors, on parle très souvent de la dopamine, ça c'est connu, mais en fait la dopamine, donc qui est vraiment, vous savez, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Donc si vous mangez votre carré de chocolat le soir, un petit peu de dopamine, ça va tout de suite mieux. Mais cette dopamine, elle est équilibrée aussi par deux autres neurotransmetteurs qui sont la sérotonine et la noradrénaline. Tous les trois sont produits par des structures, vous voyez, très profondes. Ici, dans le tronc cérébral, vous savez que le tronc cérébral, c'est celui qui dirige nos fonctions végétatives. Hein, c'est tout automatique, c'est tout intégré. C'est une super machine qui marche depuis des millions d'années. Et donc, voilà. Et donc, qui va créer ces neurotransmetteurs. Alors, si on manque un petit peu de l'un ou de l'autre, eh bien, ça commence à dysfonctionner. Et l'équilibre entre ces trois va être essentiel. Vous voyez ici, je vous ai parlé de 86 milliards de neurones au total dans le cerveau. Il n'y en a que 100 000 pour le système de récompense. Et c'est ces 100 000 qui nous font tout faire. Hein. Donc, c'est ces 100 000 qui vont contrôler notre comportement. Je vous passe ici des détails. Voilà, alors vous retrouvez un petit peu les communications justement de la dopamine et les transferts de dopamine à travers les différentes structures du cerveau, mais je ne vous en pète pas trop. Mais c'est elle qui va être quand même à la base de la motivation. Hein. Toute motivation et tout engagement eh bien, va résulter, notre attention, notre planification va être faite dans notre cortex préfrontal et va venir si on a ce bon équilibre du système de récompense. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails de ces trois neurotransmetteurs. Je vous donne juste cette dernière image sur le cerveau. Il y a aussi une autre chose, vous savez que donc, ma spécialité avec Claude, c'est l'imagerie. Et en imagerie, en IRM fonctionnelle de repos, on a découvert, donc c'est venu ça aussi dans les années 90, plutôt 2000, hein, dans les années 2000. Notre cerveau, alors je vous ai dit, il est contrôlé par notre système de récompense, mais par l'ensemble de tout un tas de systèmes. Mais il y a trois grandes autoroutes. Il y en a une qu'on appelle le mode par défaut. En anglais, c'est default mode, network, le réseau, le mode par défaut. Il allume, il fonctionne. Celui-là, il est interne et il fonctionne quand on n'a pas de stimulation, quand on est au repos. Et ce mode par défaut est très important et ça, c'est ce qu'on dit à nos jeunes.
ils sont toujours stimulés aujourd'hui. Donc ce mode par défaut ne fonctionne pas. Il n'est pas stimulé. Lui, il faut qu'il soit stimulé si on n'est pas stimulé. D'accord ? Et il est en opposition avec le mode qu'on appelle en anglais le réseau central exécutif, qui lui est stimulé chaque fois qu'on a des stimulations externes. Donc si on est toujours stimulé, si on n'est jamais au repos, mais le sommeil ne compte pas, parce que le sommeil, c'est le sommeil. D'accord ? Donc il faut qu'on soit en éveil et tranquille. Si on est en éveil et tranquille, on fait fonctionner notre mode par défaut. Et ça, c'est notre mode de l'imagination, c'est notre mode de la création. Donc si on n'a plus le temps pour faire fonctionner ce mode, eh bien, donc vous savez que quand on ne fait pas fonctionner nos neurones, on les perd. Hein, d'accord ? Donc on perd des neurones tous les jours, on en crée aussi tous les jours. Mais si on ne fait pas fonctionner, ce réseau diminue. Donc, au profit de ce réseau exécutif, et lui qui va être surstimulé. Donc c'est là qu'on a un gros souci avec notre société actuelle. Et entre les deux, on a un chef de gare et qui s'appelle le réseau de salience et qui va orienter soit sur le réseau par défaut, au repos, soit sur le réseau exécutif. Et lui, il est toujours en éveil et il est très lié au réseau émotionnel. Et dès qu'il reçoit des informations, dès qu'il voilà, paf, il nous réveille, il nous dit attention, il se passe quelque chose, etc. Voilà. Donc je vais terminer sur cette image de notre cerveau et notre conclusion. Donc notre manager éthique, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un humaniste qui intègre, qui transmet nos besoins humains et qui induit un nouveau comportement par l'exemplarité. Donc donner et recevoir le meilleur, à la fois au niveau personnel et au niveau collectif. Et puis, où je pense qu'on peut encore creuser un petit peu, et là, avec l'aide des neurosciences, eh bien, il faut aller quand même chercher des atouts et des informations en psychologie et en neurosciences. Ce n'est pas à Olivier que je vais dire ça. Voilà, je vous remercie.